Mon père est mort subitement d'une crise cardiaque. Un instant, je riais au téléphone avec lui à propos de la réparation du vieux hangar, et l'instant d'après, je me tenais dans le couloir d'un hôpital, écoutant les médecins me dire qu'il n'y avait plus rien à faire. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Je n'arrivais plus à respirer, plus à penser. Tout ce que je voulais, c'était que Marc me serre dans ses bras, qu'il me dise que tout irait bien, même si c'était faux. Mais Marc n'a pas tendu la main vers moi. Il ne m'a pas enlacé, il n'est pas resté éveillé la nuit pour discuter. Il disait des choses comme « je m'occupe des factures » ou « je veillerai à ce que tout soit payé ». Ses yeux étaient toujours rivés sur son téléphone, ses pouces s'agitaient rapidement, l'écran s'illuminant dans l'obscurité. Je me disais qu'il était stressé lui aussi, que c'était peut-être sa façon de gérer la situation. Mais au fond de moi, je sentais un froid grandissant s'installer entre nous. Le jour des funérailles, je portais la robe noire dont mon père m'avait dit un jour qu'elle me faisait ressembler à ma mère lors de leur première rencontre. Je me tenais près de son cercueil, saluant des parents dont je me souvenais à peine, essayant de rester debout. Marc restait en retrait, me regardant à peine. Quand je l'ai perdu de vue, j'ai pensé qu'il était peut-être allé aux toilettes. Mais quand je suis sorti prendre l'air, il était là, appuyé contre le mur, en train de discuter avec une femme que je ne reconnaissais pas. Il ne chuchotait pas comme s'il s'agissait d'un secret, il riait. Il m'a jeté un coup d'œil rapide, presque coupable, mais ne m'a pas appelé. Je ne savais pas qui elle était, ni pourquoi ils semblaient si à l'aise ensemble, mais j'étais trop engourdi pour demander. Je suis retourné à l'intérieur, me forçant à écouter les paroles du pasteur, même si mon esprit bourdonnait. Plus tard ce soir-là, je me suis assise au bord de notre lit, serrant le drapeau plié qu'on m'avait remis en l'honneur de mon père. Marc est entré, a jeté sa veste de costume sur la chaise et a dit « Demain, on devrait passer en revue les comptes bancaires. » Pas de « Comment tu tiens le coup ?» Pas de « Tu veux en parler ?» Juste les comptes bancaires. Quelque chose a basculé en moi à ce moment-là. Mon père était parti depuis moins d'une semaine, et mon mari semblait plus préoccupé par l'argent que par mon chagrin. Je voulais croire que c'était juste du pragmatisme. Je voulais croire qu'il m'aidait à sa manière. Mais je ne pouvais pas chasser l'image de lui à l'extérieur des funérailles, riant avec cette femme alors que mon monde s'effondrait. Je n'ai pas pleuré devant lui. J'ai éteint la lumière, je me suis allongé et j'ai fixé le plafond jusqu'à ce que la pièce devienne floue. Entre le silence et la lueur de son téléphone dans le noir, j'ai commencé à me demander si je savais vraiment qui j'avais épousé. Quelques semaines ont passé après les funérailles, et la vie semblait lourde, comme si l'air autour de moi était toujours épais. J'essayais encore de comprendre comment vivre sans papa, me réveillant encore en m'attendant à voir son nom sur mon téléphone. Marc, cependant, a commencé à agir différemment. Au début, c'était subtil. Il abordait le testament de mon père dans des conversations banales, presque comme s'il était juste curieux. Un soir, au dîner, il a demandé « Alors, combien ton père t'a-t-il laissé ?» Je veux dire, en gros. Je me suis figé une seconde, car cela semblait étrange. Je n'avais même pas encore parcouru tous les documents. Je ne sais pas, lui ai-je dit, et je n'y pense pas pour l'instant. Il a hoché la tête, mais plus tard dans la soirée, il a reposé la question, cette fois à propos de la maison. Le chalet est à ton nom ou aux deux vôtres, a-t-il demandé en faisant défiler son téléphone. Je lui ai dit qu'il était à mon nom, une disposition que papa avait prise il y a des années. Marc a fredonné comme s'il prenait des notes mentales. C'était bizarre, mais j'ai balayé l'idée, pensant qu'il essayait peut-être simplement de m'aider à trier les choses. Mais ensuite, les questions ont continué à affluer, presque tous les jours. Est-ce que l'héritage compte comme bien matrimonial ici, si tu vends le chalet? Est-ce qu'on partage l'argent? Tu penses que tu auras aussi l'assurance vie? Son ton était léger, comme s'il était simplement curieux, mais il y avait quelque chose de tranchant. Je voulais croire qu'il était juste stressé par les finances, peut-être inquiet pour notre avenir, mais cela commençait à ressembler à une liste de contrôle. Je pliais le linge et il entrait pour demander des comptes sur la banque. Je faisais du café et il évoquait les impôts fonciers du chalet. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir et je suis allé chercher de l'eau. En passant devant le salon, j'ai vu la lueur de son ordinateur portable. Marc était penché en avant, les yeux rivés sur l'écran, complètement concentré. J'ai failli repartir, mais quelque chose m'a fait faire une pause. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. La barre de recherche en haut indiquait « Loi sur le divorce après héritage dans notre État ». Je me suis figé.
Ma gorge est devenue sèche, et je suis resté là assez longtemps pour qu'il me remarque. Il a fermé l'ordinateur brusquement, comme un enfant pris en faute. J'arrivais pas à dormir, a-t-il dit avec un petit sourire faux. Je lisais juste des trucs. Je n'ai rien demandé. Je n'ai même pas bougé. Mon esprit tournait déjà à toute vitesse, mais mes pieds semblaient collés au sol. Je me suis dit que ce n'était peut-être rien, qu'il était juste curieux. Mais la façon dont il a fermé cet ordinateur, la façon dont ses épaules se sont crispées, ce n'était pas rien. Je suis retourné au lit, allongé éveillé dans le noir, l'écoutant bouger dans l'autre pièce. À partir de cette nuit-là, j'ai remarqué chaque question avec plus d'acuité. J'ai remarqué comment sa voix changeait quand il posait des questions sur les biens de mon père. Ce n'était pas juste de la curiosité, c'était du calcul. Il construisait un plan dans sa tête, et je n'étais pas sûr de vouloir savoir pourquoi. Et pourtant, je suis resté silencieuse. Je ne l'ai pas confronté, je n'ai pas exigé d'explication. Une partie de moi ne voulait pas croire ce que je commençais à voir. L'autre partie savait déjà. La pluie tombait fort ce matin-là, tapant contre les fenêtres de la cuisine comme si elle n'avait pas l'intention de s'arrêter. J'étais encore en peignoir, les mains autour d'une tasse chaude, essayant de me réveiller. Marc était assis en face de moi, déjà habillé pour la journée, cravate impeccablement nouée. Il était calme, trop calme, comme si c'était un mardi comme les autres. Sans dire grand-chose, il a plongé la main dans sa mallette et en a sorti une épaisse enveloppe. Il l'a glissée sur la table vers moi, son café fumant à côté de lui. Je l'ai regardée, confuse, pensant que c'était peut-être une facture ou un document d'assurance. Mais quand je l'ai ouverte, mes mains se sont arrêtées. C'étaient des papiers de divorce. Pendant une seconde, j'ai juste fixé les mots sur la première page, mon cerveau ne traitant pas tout à fait ce qu'ils signifiaient. Quand j'ai levé les yeux, Marc sirotait son café, me regardant comme s'il attendait que je signe un reçu. Qu'est-ce que c'est ? Ma voix était plus calme que prévu. Il n'a pas hésité. Tu t'en sortiras financièrement. On sait tous les deux que tu as les moyens de passer à autre chose. Ça m'a fait l'effet d'une gifle que je n'avais pas vu venir. Ma poitrine s'est serrée, mais je ne trouvais pas les mots pour répondre. Mon père n'était même pas parti depuis un mois. Je me réveillais encore en m'attendant à entendre sa voix, essayant encore de me souvenir de respirer quand le chagrin devenait trop lourd. Et maintenant ça. Marc a continué à parler, presque décontracté, comme s'il avait répété. C'est mieux de faire ça maintenant. Une rupture nette. On n'a pas besoin de faire traîner les choses. Les papiers étaient déjà remplis, date, liste de propriétés, et même une suggestion de partage des biens. C'était comme s'il planifiait ça depuis un moment. Mon nom était tapé proprement aux bons endroits, prêt pour ma signature. Je suis resté assise en silence, le bruit de la pluie se mêlant au tintement de sa cuillère à café. Je ne savais pas si je voulais crier ou rire de l'absurdité de la situation. Une partie de moi voulait demander pourquoi maintenant, mais je le savais déjà. Il pensait partir avec une fortune. Le pire, ce n'était pas les papiers eux-mêmes. C'était son calme. Pas de dispute. Pas de culpabilité. Pas d'hésitation. Juste du business. J'ai replié l'enveloppe et l'ai posée sur la table sans le regarder. Mes doigts étaient froids même si le café était encore chaud dans ma main. Marc s'est levé, a lissé sa cravate et a dit « Réfléchis-y. Je rentrerai tard ce soir. » Puis il est parti. Pas de câlin, pas un second regard. La porte s'est fermée, et j'étais seul avec la pluie et les papiers. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je suis juste resté là, fixant le grain du bois de la table, l'esprit vide. Ce n'est que bien plus tard, quand la maison est devenue silencieuse et que la pluie a cessé, que la réalité de ce qui venait de se passer m'a frappé. L'homme avec qui j'avais construit une vie avait attendu que mon monde soit déjà brisé, puis avait décidé d'écraser ce qu'il en restait. Et il l'avait fait avec la même aisance que s'il me passait le sel à table. Ce soir-là, j'ai appelé ma meilleure amie, Jenna. Je ne savais même pas par où commencer. Alors je lui ai tout dit. Comment Marc m'avait tendu les papiers comme si de rien n'était. Ce qu'il avait dit. La façon dont il me regardait comme si je n'étais qu'un compte en banque sur pattes. Elle a écouté tranquillement, me laissant déverser toute la colère et la confusion que j'avais retenue. Je ne comprends pas, ai-je dit en faisant les 100 pas dans mon salon. C'est comme s'il était impatient de partir. Et pourquoi ?
On ne se disputait même pas, la voix de Jenna était ferme. Il y a quelque chose qui cloche. Personne ne fait ça de nulle part. Il cherche quelque chose. Je voulais penser qu'elle avait tort. Que peut-être Mark n'était simplement plus amoureux et qu'il avait mal géré la situation. Mais le timing, les questions sur le testament de mon père, tout cela rendait sa théorie trop plausible. Quelques nuits plus tard, Jenna m'a envoyé un texto à l'improviste. « T'es où là ? » Je lui ai dit que j'étais à la maison. Elle a envoyé un autre message. « Reste là. Je t'appelle dans quelques minutes. » Quand le téléphone a sonné, elle n'a même pas dit bonjour. « Je suis au malaise », a-t-elle chuchoté. Sa voix était basse, comme si elle ne voulait pas qu'on l'entende. Mark est là. Et tu ne vas pas croire ça. J'ai senti mon estomac se nouer. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il est au bar, il rit avec une femme. Et, elle a fait une pause, il vient de lui dire que dans quelques semaines, ils auront assez d'argent pour déménager quelque part au chaud et prendre un nouveau départ. Il a littéralement dit, la moitié de l'héritage est plus que suffisante pour nous mettre à l'abri pour la vie. Tout mon corps s'est glacé. Je n'avais même pas réalisé que je serrais le téléphone si fort jusqu'à ce que mes mains commencent à me faire mal. Ce n'est pas tout, a continué Jenna. J'ai lancé l'enregistrement. Je te l'envoie. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a vibré avec un fichier audio. J'ai appuyé sur lecture, et c'était là. La voix de Mark, décontractée et confiante, comme s'il parlait d'acheter une nouvelle voiture. Je pouvais entendre le tintement des verres en arrière-plan. Un rire léger de la femme avec qui il était. Il continuait à dire qu'il savait que le timing fonctionnerait, et que la fille à qui il parlait n'aurait plus à se soucier de travailler une fois l'argent arrivé. Les mots m'ont frappé plus fort que les papiers du divorce. Ce n'était pas soudain. Ce n'était pas une mauvaise impulsion dans un moment de deuil. Il avait planifié ça. Il attendait que mon père meure. Il comptait sur ma perte comme si elle faisait partie de son avenir. Je n'ai pas dit grand-chose à Jenna après ça. Je l'ai juste remercié, lui ai dit de rentrer prudemment, et je suis resté assise là, à fixer mon téléphone. Ma poitrine était serrée, mais mon esprit était étrangement clair. Chaque question bizarre. Chaque changement d'humeur. Chaque nuit tardive avec son téléphone. Tout prenait sens maintenant. Mark n'avait pas simplement cessé de m'aimer. Il attendait. Et quand le cœur de mon père s'est arrêté, il a décidé que c'était le moment parfait pour briser le mien aussi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'enregistrement de Jenna toujours sur mon téléphone et une boule au ventre. Je n'ai pas dit à Mark ce que je savais. Je n'ai même pas fait d'allusion. J'ai agi comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, chaque regard qu'il me lançait me semblait différent désormais. Je n'allais pas lui faire savoir que je l'avais démasqué. Au lieu de cela, j'ai passé la journée à chercher des avocats spécialisés en divorce en ligne. Je voulais quelqu'un d'intelligent, d'expérimenté et d'impossible à intimider. Après avoir lu des avis et passé quelques appels, j'en ai trouvé une qui gérait des divorces impliquant de gros patrimoines depuis des décennies. Elle s'appelait Linda. Sa voix au téléphone était calme mais tranchante, comme si elle connaissait toutes les ruses du métier. Nous nous sommes rencontrés le lendemain après-midi dans son bureau. C'était un endroit calme avec des étagères en bois sombre et des piles de dossiers bien organisés. Elle a écouté attentivement pendant que je lui parlais des papiers du divorce, des questions que Mark posait et de l'enregistrement du bar. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas devenue émotive. Je lui ai juste exposé les faits. Quand j'ai fini, elle s'est adossée à sa chaise, croisant les mains. D'abord, je veux que vous compreniez quelque chose très clairement, a-t-elle dit. Dans cet état, l'héritage est un bien propre. À moins que vous n'ayez mis cet argent sur un compte joint ou ne l'ayez utilisé pour des dépenses maritales, votre mari n'a aucun droit légal dessus. J'ai ressenti une petite vague de soulagement, mais elle n'a pas duré longtemps. Il va se battre pour l'avoir quand même, lui ai-je dit. Il pense que c'est à lui. Linda a hoché la tête. C'est très bien. Laissez-le essayer. Votre père vous a rendu un énorme service sans même s'en rendre compte. Vous avez mentionné qu'il avait tout laissé dans un trust, une fiducie. Oui, ai-je dit. Il a mis ça en place il y a des années. Mon nom est le seul dessus. Elle a souri pour la première fois. Alors c'est inattaquable. Un trust correctement rédigé signifie qu'il ne peut pas toucher un centime, peu importe ses arguments.
Le tribunal rejettera toute réclamation qu'il fera à ce sujet. Sa certitude m'a aidé à me sentir plus stable. Je portais ce sentiment lourd et oppressant depuis des semaines. Mais maintenant, j'avais quelqu'un dans mon coin qui savait exactement quoi faire. Linda a continué en expliquant les étapes que nous allions suivre, déposer notre réponse, rassembler des preuves et garder les documents du trust au centre de l'affaire. Avant que je parte, elle a dit, ne le prévenez pas. Ne vous disputez pas avec lui. Laissez-le croire que vous ne savez pas quoi faire. Plus il se sentira confiant, plus il commettra d'erreurs. J'ai accepté. En sortant de son bureau, j'ai eu l'impression de prendre ma première vraie respiration depuis des jours. Je détestais toujours ce que Marc avait fait, je détestais devoir mener cette bataille. Mais au moins maintenant, je savais qu'il n'allait pas gagner. À la maison, j'ai gardé un visage neutre, un ton léger, répondant à ces banalités comme si rien n'allait mal. Il n'avait aucune idée que je m'étais déjà armé de la seule chose qu'il n'avait pas, les faits, la loi, et quelqu'un qui savait exactement comment les utiliser. Un soir, Marc est parti précipitamment, disant qu'il avait une réunion tardive. Son ordinateur portable était toujours sur la table basse, le couvercle à moitié fermé, l'écran brillant faiblement. D'habitude, il l'emportait partout, mais cette fois, il ne lui a même pas jeté un coup d'œil en arrière. Je suis resté assise là quelques minutes, me disant de l'ignorer. Mais ensuite j'ai pensé à l'enregistrement, à tout ce que Linda m'avait dit. J'ai tendu la main vers l'ordinateur et j'ai soulevé le couvercle. L'écran était encore ouvert sur sa boîte mail. Au début, c'était juste les messages de travail habituels, des spams, des mises à jour aléatoires. Mais ensuite, j'ai vu un dossier nommé personnel. À l'intérieur, il y avait plusieurs emails de quelqu'un nommé Claire. Mon estomac s'est noué. Les messages n'étaient pas vagues ou amicaux. Ils étaient remplis de plans, de petites blagues et de promesses. Dans l'un d'eux, il écrivait, une fois le règlement terminé, on pourra enfin partir d'ici. J'ai trouvé un endroit en Floride avec une piscine et une maison d'amis. Parfait pour nous. Un autre email d'elle disait, j'ai hâte que ce soit juste toi et moi. Fini de se cacher. Elle avait même joint des photos d'une annonce immobilière. En faisant défiler plus loin, j'ai trouvé des relevés bancaires. Il y avait des virements de notre compte joint vers un compte que je n'avais jamais vu, tous marqués avec des notes vagues comme investissement ou épargne. Les montants n'étaient pas petits. Ce n'était pas juste lui qui mettait un peu d'argent de côté. C'était délibéré, planifié et caché. J'ai fait des captures d'écran de tout, email, virements bancaires, annonces immobilières, et je les ai envoyés directement sur ma propre boîte mail. Puis je les ai transférés à Linda avec une courte note, trouvez ça ce soir. J'ai pensé que tu devrais voir ça. Après avoir tout envoyé, j'ai fermé l'ordinateur exactement comme je l'avais trouvé, en ajustant même l'angle du couvercle. Je me suis rassise sur le canapé, le cœur battant encore la chamade, écoutant le bruit de sa voiture dans l'allée. Quand il est enfin rentré, j'ai souri comme si rien n'avait changé. J'ai demandé comment s'était passée sa réunion, j'ai ri à sa blague stupide et je lui ai versé un verre. Il n'a rien remarqué. Pas le changement dans ma voix. Pas la façon dont je gardais mes mains stables volontairement. À l'intérieur pourtant, je sentais quelque chose de nouveau, le contrôle. Pendant des semaines, c'était lui qui avait un plan, qui déplaçait des pions dans mon dos. Mais maintenant, j'avais la vérité, et j'avais des preuves. Il pensait construire un avenir avec elle sur l'argent de mon père. Il pensait que j'étais trop naïf pour voir le coup venir. Qu'il le pense. Plus il restait confortable, plus la chute serait dure quand tout s'effondrerait. Le matin de l'audience, le ciel était clair et lumineux. Rien à voir avec la lourdeur que je ressentais à l'intérieur. Je suis arrivé tôt avec Linda, toutes deux silencieuses, nous sommes entrés dans le palais de justice. Marc est arrivé quelques minutes plus tard, sortant de sa voiture comme s'il arrivait à une fête. Il portait un costume flambant neuf, des chaussures brillantes et un sourire qui semblait presque répété. Il ne m'a même pas regardé en entrant. Son avocat, un grand homme avec une mallette coûteuse, l'a salué d'une poignée de main ferme. Je pouvais les voir rire ensemble dans le couloir avant que le juge ne nous appelle. Dans la salle d'audience, Marc s'est adossé à sa chaise comme s'il savait déjà qu'il avait gagné. Son avocat a commencé à parler immédiatement, expliquant au juge comment Marc avait droit à une part égale de l'héritage. Il parlait avec assurance, faisant glisser des documents sur la table, comme si c'était juste une formalité. Linda a attendu patiemment, le laissant finir.
Elle ne s'est pas précipitée ni interrompue. Quand ce fut son tour, elle s'est levée et a parlé avec le même ton calme qu'elle avait utilisé dans son bureau le premier jour. « Votre honneur » a-t-elle commencé. La demande présentée aujourd'hui ignore les lois fondamentales sur la propriété de cet État. L'héritage est un bien propre à moins qu'il n'y ait confusion de patrimoine. Ma cliente a conservé son héritage dans un trust créé par son défunt père, qui a été rédigé et finalisé des années avant ce mariage. Elle a remis au juge un ensemble de documents soigneusement reliés. Ce trust est juridiquement inattaquable. Il désigne ma cliente comme seule bénéficiaire, et il n'y a aucune preuve, car il n'en existe aucune, que ces fonds aient jamais été partagés en tant que biens matrimoniaux. Marc a bougé sur son siège, son sourire vacillant un peu. Son avocat a essayé de parler, mais Linda a continué, la voix stable. De plus, votre honneur, nous avons des preuves de mauvaise foi dans le dépôt de cette demande. C'est à ce moment-là qu'elle a sorti les emails imprimés. Elle n'a pas regardé Marc en les remettant. Le juge a feuilleté les pages, ses sourcils se levant légèrement. Linda a expliqué comment les emails montraient l'intention de Marc d'utiliser le règlement pour financer une nouvelle vie avec une autre femme, et comment il avait transféré des fonds du compte joint à mon insu. La salle était si calme qu'on pouvait entendre le léger bruissement des papiers alors que le juge tournait chaque page. Le visage de Marc est devenu plus sombre, et il a commencé à s'agiter, mal à l'aise sur sa chaise. Son avocat s'est penché vers lui, chuchotant avec urgence, mais Marc continuait de regarder vers moi, la mâchoire serrée. Quand le juge a repris la parole, son ton était ferme. Ce tribunal ne trouve aucune base légale à la demande sur l'héritage. Le trust est maintenu. De plus, étant donné les preuves de mauvaise foi et la tentative d'induire le tribunal en erreur, le requérant sera responsable des frais juridiques de la partie adverse. La tête de Marc a claqué vers le juge. Quoi? Le mot lui a échappé avant que son avocat ne puisse l'arrêter. Le juge n'a pas répondu, passant simplement à la finalisation du jugement. Au moment où l'audience s'est terminée, l'expression suffisante que Marc arborait en entrant avait disparu. Son visage était fermé, ses épaules tendues, et son costume cher ne lui donnait plus l'air puissant. En sortant, je ne lui ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Le silence entre nous suffisait, et dans ce silence, je savais qu'il avait enfin compris. Son plan n'avait pas seulement échoué, il lui avait explosé au visage devant tout le monde. Les derniers mots du juge résonnaient dans la salle d'audience silencieuse, et il a fallu un moment pour qu'ils soient assimilés. Mon camp avait gagné sur toute la ligne. Il n'y aurait pas de partage, pas de règlement, pas une part du trust de mon père allant dans la poche de Marc. En plus de cela, le juge avait été clair. Marc devrait payer chaque centime de mes frais d'avocat. J'ai vu la lueur d'incrédulité sur son visage, comme s'il n'arrivait toujours pas à traiter l'information. Son avocat rangeait déjà ses affaires, évitant tout contact visuel. Le bruit du marteau a semblé briser le moment en deux. C'était fini. De là où j'étais assise, je pouvais voir la femme assise au dernier rang. Je l'ai reconnue d'après les photos et les emails, Claire. Elle était habillée comme si elle était venue à une fête. Un mince sourire sur le visage quand elle était entrée plus tôt. Mais maintenant, ce sourire avait disparu. Elle fixait Marc avec de grands yeux, comme si on venait de lui annoncer une nouvelle qu'elle ne voulait pas croire. Linda s'est penchée vers moi et a chuchoté, « Regardez-la ». Un instant plus tard, Claire s'est levée, sa chaise raclant bruyamment le sol. Elle s'est retournée brusquement et est sortie, ses talons claquant rapidement sur le bois poli. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil en arrière. Les yeux de Marc l'ont suivi une seconde, mais il ne s'est pas levé. Il ne pouvait pas. Le greffier lui remettait déjà des papiers avec le détail de ce qu'il devait. J'en savais assez pour comprendre qu'entre ses propres factures d'avocat et maintenant les miennes, le chiffre était gros. Très gros. Quand nous sommes sortis dans le couloir, la tension semblait le suivre comme une ombre. Il a sorti son téléphone et a commencé à composer un numéro, parlant d'une voix basse et frénétique. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots pour savoir qui il appelait. La façon dont sa main se crispait sur le côté me disait tout. Elle ne décrochait pas. Linda m'a remis une copie du jugement, son expression calme et satisfaite. « Vous avez bien agi », a-t-elle dit. Maintenant, laissez-le gérer le désordre qu'il a créé. Nous avons marché vers la sortie, et je n'ai pas pu m'empêcher de regarder en arrière une fois. Marc était toujours debout dans le couloir, le téléphone pressé contre son oreille, un air de panique remplaçant l'assurance avec laquelle il s'était pavané ce matin-là. Dehors,
l'air semblait plus léger. Le soleil était chaud, le genre de chaleur qui pénètre la peau après des jours de grisaille. Je suis resté sur les marches du palais de justice un moment, laissant la sensation m'envahir. Réalisant que c'était enfin terminé. Il n'y avait plus de questions auxquelles répondre, plus de jeux à jouer. La vérité était au grand jour, et son plan s'était effondré devant le juge, devant moi, et devant la femme qu'il pensait l'attendre. Quelque part en moi, j'imaginais la conversation qu'il allait devoir avoir avec elle. Celle où il expliquerait qu'au lieu de repartir avec une fortune, il repartait avec des dettes. Que la maison de rêve en Floride avait disparu, la vie facile dont il parlait évaporée avant même d'avoir commencé. Alors que Linda et moi marchions vers sa voiture, je n'ai pas regardé en arrière à nouveau. Ce qui lui arriverait ensuite était son problème. Tout ce que je savais, c'est que j'étais libre, et qu'il restait seul avec le poids de tout ce qu'il avait essayé de me prendre. Quelques jours après l'audience, j'étais assise à mon bureau, mon ordinateur portable ouvert. La copie de l'enregistrement de Jenna et les captures d'écran des emails étaient juste là, dans un dossier. Je les avais gardés pendant des semaines, mais maintenant que l'affaire judiciaire était terminée, je n'avais plus à les cacher. J'ai ouvert un groupe Facebook privé que je partageais avec des amis communs, des gens que nous connaissions depuis des années, certains même d'avant notre mariage. Le groupe était fermé, seulement quelques douzaines de membres, mais je savais que tout ce qui y était posté finissait toujours par circuler. J'ai tapé un court message. Ce n'était ni colérique ni émotionnel, juste des faits bruts. Pour tous ceux qui se demandent pourquoi Marc et moi avons divorcé, voici la vérité. Voici ce qu'il a dit, et voici ses plans, dans ses propres mots. Puis j'ai joint le fichier audio du bar et les captures d'écran de ses emails avec Claire. Pendant un moment, j'ai hésité. Une fois que j'aurais cliqué sur « Publier », il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais ensuite j'ai pensé à tous les mensonges qu'il avait probablement racontés dans mon dos, l'image qu'il essayait de maintenir, et avec quelle facilité il avait prévu de prendre ce qui ne lui appartenait pas. J'ai cliqué sur « Publier » et j'ai fermé mon ordinateur. Ça n'a pas pris longtemps. Mon téléphone a vibré de notifications en quelques minutes, messages privés, commentaires choqués, gens qui en taguaient d'autres. Des amis qui ne m'avaient pas parlé depuis des mois m'envoyaient de longs paragraphes, s'excusant d'avoir cru sa version de l'histoire. À la fin de la journée, le post avait été partagé en dehors du groupe. Je ne l'ai pas diffusé moi-même. D'autres l'ont fait pour moi. L'audio était accablant. La voix de Marc se vantant de la moitié de l'héritage et promettant une nouvelle vie à quelqu'un d'autre alors que j'étais encore en deuil. Les emails ne faisaient qu'aggraver les choses. Il n'y avait aucun moyen de déformer le sens. Aucune place pour des excuses. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'une ancienne collègue. « Tu devrais savoir », a-t-elle dit doucement. Tout le monde à son bureau a entendu ça. Ils en parlent dans la salle de pause. Il ne s'est même pas montré aujourd'hui. Plus tard, j'ai appris que sa propre famille avait vu le post. Sa sœur l'a retiré de ses amis en ligne et m'a envoyé un message disant qu'elle avait honte de ce qu'il avait fait. Sa mère, qui avait toujours été polie mais distante avec moi, a laissé un commentaire sous le post « Je t'ai mieux élevé que ça ». L'effet boule de neige a continué. Les gens qui avaient l'habitude de le louer ont cessé de répondre à ses appels. Quelques amis communs m'ont envoyé des captures d'écran de lui essayant de se défendre dans des chats privés, affirmant que tout avait été sorti de son contexte. Mais personne ne semblait le croire. La preuve était trop claire. À la fin de la semaine, sa réputation impeccable avait disparu. L'homme qui était entré au tribunal si confiant était maintenant le sujet de conversations chuchotées et de regards pointés. Et je n'ai rien eu à faire de plus. La vérité était là, dehors, et elle faisait exactement ce que fait la vérité. Elle collait et elle se propageait. Je n'ai pas célébré à voix haute, mais il y avait une satisfaction tranquille à savoir qu'il ne pouvait plus se cacher derrière son charme ou ses mensonges. Il avait construit ses plans sur la cupidité, et maintenant tout le monde pouvait voir exactement quel genre d'homme il était vraiment. Le lendemain de la diffusion de mon post, j'ai appelé un serrurier. À midi, les serrures de chaque porte étaient changées. Je n'ai rien dit à Marc. S'il essayait de passer, il le découvrirait à la dure. Ses affaires avaient été mises en carton des semaines plus tôt, étiquetées et poussées dans le garage. La maison semblait différente une fois les nouvelles clés dans ma main. Plus calme, plus sûre, comme si elle m'appartenait enfin à nouveau. J'ai traversé chaque pièce lentement, vérifiant les fenêtres, touchant les murs, m'imaginant ce que ce serait sans sa présence traînant dans chaque coin. La semaine suivante,
j'ai rencontré un agent immobilier. La maison conjugale avait toujours été plus à son goût qu'au mien. Grande, polie et impersonnelle. La vendre, c'était comme lâcher le dernier fil qui nous reliait. Nous avons eu un acheteur en quelques jours, et quand les papiers finaux ont été signés, les fonds sont allés directement sur mon compte. Chaque centime est resté avec moi. Avant de quitter la maison pour la dernière fois, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert une petite boîte cadeau. À l'intérieur, j'ai placé une copie imprimée du jugement du tribunal, pliée soigneusement, avec une note que j'avais écrite sur du papier blanc ordinaire, la moitié de rien, c'est toujours rien. J'ai adressé la boîte à son nom et je l'ai déposée au comptoir d'expédition en sortant de la ville. 2 jours plus tard, j'ai chargé ma voiture. Il n'y avait pas grand-chose, juste des vêtements, quelques cartons et la vieille canne à pêche de mon père. Le chalet côtier n'était qu'à quelques heures de route, niché dans un endroit calme que mon père avait adoré. Il en parlait comme de son refuge secret, un endroit où la vie ralentissait et où l'air sentait le sel et le pain. Alors que je conduisais, la route s'est rétrécie et a serpenté le long de l'eau. Plus j'allais loin, plus je me sentais légère. Le chagrin d'avoir perdu mon père était toujours là, mais il ne semblait plus emmêlé avec la colère. Je ne regardais plus par-dessus mon épaule. Je ne me préparais pas à la prochaine trahison. Quand j'ai atteint le chalet, j'ai déverrouillé la porte et je suis entré. L'endroit était simple. Des murs en bois, de larges fenêtres, le bruit des vagues au loin. J'ai ouvert les rideaux et laissé la lumière du soleil se déverser sur le sol. Debout là, j'ai réalisé que c'était la fin que j'attendais. Pas la fin de l'histoire de mon père, pas la fin de mon mariage, mais la fin de porter tout le poids qu'ils avaient laissé derrière eux. J'ai fermé la porte derrière moi, entendant le verrou s'enclencher. Cette fois, ce n'était pas pour empêcher quelqu'un d'entrer. C'était pour garder ma paix à l'intérieur. Pensez-vous que Marc a eu exactement ce qu'il méritait, ou pensez-vous qu'elle est allée trop loin en l'exposant et en lui coupant les vivres complètement? Faites-moi part de vos pensées dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse d'entendre votre opinion. Et si vous voulez plus d'histoires de trahison et de vengeance comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer la prochaine.